Merci à tous d'être présents à ce nouveau mini-map, du mois de mars. Khalifa étant occupé avec une soutenance de thèse et Alex étant dans l'ouest, c'est moi qui vais m'occuper d'introduire Marie à cette petite communauté. Donc ici, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marie Dumont. Marie est donc, française et c'est l'actuelle directrice du Centre d'études de la neige, qui fait partie du Centre national de recherche météorologique en France. Marie, elle avait effectué sa thèse sur la détermination de l'albédo des surfaces enneigées et englacées par télédétection. Et ses recherches portent essentiellement sur la neige, ses propriétés et sa modélisation, et en particulier, et là c'est d'actualité ces jours-ci en France, sur les dépôts de poussière saharienne sur le manteau neigeux. Marie, je te laisse la parole, et puis les mondes pourront répondre à tes questions après ta présentation. Pourront te OK. poser les questions plutôt, après la présentation. Bah, merci beaucoup Nicolas. Je vois que tu es bien au courant de l'actualité, européenne et du dépôt de poussière qui a eu lieu, hier du coup, qui était assez important. Du coup, bonjour à tous, à toutes. Je vois quelques noms que je connais dans la liste et je suis très honorée, d'avoir l'occasion de donner ce séminaire aujourd'hui. Séminaire au cours duquel, je vais présenter un peu les travaux de mon laboratoire, les travaux que je mène et puis les travaux que je compte mener en collaboration avec, l'université de Sherbrooke et l'université de Laval, sur l'Arctique canadien. Voilà. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Tout à l'heure, ça a marché. Alors, est-ce Ça que fonctionne. là, c'est bon? Nickel. Ouais, super. Cool. Bon, parfait. Du coup, je vais parler à peu près, 35-40 minutes et puis après comme ça laissera peut-être du temps pour les questions si je vous ai suffisamment intéressé, j'espère. Donc du coup, comme l'a dit Nicolas, moi je travaille au Centre d'études de la neige, qui est un labo qui dépend à la fois qui est une équipe d'un gros laboratoire qui est pas à Grenoble, moi je suis à Grenoble, mais qui est à Toulouse dans le sud-est de la France et qui dépend de Météo France, du coup le service, national météorologique français et du Centre national de recherche scientifique, donc le CNRS. Alors, le labo que je dirige s'appelle le Centre d'études de la neige. Je pense que c'est pas à des Québécois ou des Canadiens que je dois expliquer, ce à quoi ça sert la neige. Vous y êtes encore plus sensibles, que nous, je pense. Donc la neige, c'est un élément très important de notre système climatique parce que ça a des propriétés, en particulier de réflexion de la lumière soleil, donc d'albédo, qui sont uniques. Aussi parce que ça a des propriétés d'isolation, du sol qui sont uniques. C'est très important parce que ça recouvre et ça contrôle quelque part l'évolution des calottes et des glaciers, l'évolution de la glace de mer, l'évolution du pergélisol. C'est des ressources en eau, la neige, c'est des ressources en eau. C'est aussi à l'origine de plusieurs, risques naturels comme par exemple les avalanches, mais aussi, certaines sortes d'inondations et puis enfin, ça contrôle l'évolution de certains écosystèmes et c'est très important pour nos sociétés, ne serait-ce que pour le ski, mais ça c'est, une toute petite partie. Donc pour toutes ces raisons, en fait, je pense que c'est très important de savoir comprendre comment la neige évolue, comment elle évolue à court terme, à l'échelle de quelques jours ou quelques semaines et à moyen et à long terme dans le futur. Donc du coup, le laboratoire que je dirige depuis l'année dernière et dans lequel je travaille depuis 2011, donc ça fait 11 ans, ça ne me rajeunit pas vraiment, s'appelle le Centre d'études de la neige, CEN. Alors je sais que vous aussi, vous avez un CEN, mais que c'est pour Centre d'études nordiques, si je me trompe pas. Donc nous, on est un tout petit peu plus focalisé, c'est uniquement la neige. À la base, on a été créé, au début des années 60, principalement pour le risque d'avalanche, dans les Alpes et pour mettre en place, en fait, un système de prévision du risque d'avalanche, système qui a été mis en place dans les années 90 à partir de modélisation numérique. Et puis depuis, on s'est beaucoup étendu, on fait plus de prévision opérationnelle, c'est d'autres services de Météo France qui le font et on fait de la recherche, alors de la recherche qui concerne les propriétés de la neige à des échelles très variées, je vais vous montrer ça après, les interactions entre la neige et l'atmosphère, la météo et le climat de montagne et aussi la stabilité mécanique des avalanches, du manteau neigeux, en lien bien sûr avec, le risque d'avalanche et pour ça, on se base sur tout un tas de techniques différentes qui vont de l'observation en laboratoire, sur le terrain, à la simulation de données, la modélisation numérique et aussi la télédétection.
Alors, on n'est pas très, très gros. On est un laboratoire où il y a 25 postes permanents, donc chercheurs plus soutien à la recherche. Et puis, on a un nombre très variable d'étudiants ou de contrats à durée déterminée. Donc, ce sont soit des doctorants, des post-doctorants, des CDD ingénieurs, etc. Donc, au maximum, ça c'est très variable, au maximum, on est une cinquantaine. Et on est divisé en 4 équipes. Une équipe de soutien, donc qui fait toute l'informatique, l'instrumentation, etc. Et puis 3 équipes de recherche, une équipe qui est consacrée aux matériaux neige, donc vraiment l'étude du matériau neige à très, très petite échelle, on verra quelques images après. Une équipe qui est consacrée à la modélisation numérique, à la fois de la météorologie et de la neige. Donc ça, c'est vraiment l'équipe qui est en support à la prévision du risque d'avalanche. Et puis une équipe qui est consacrée aux sites d'observation qu'on verra après. Alors, on est installé à Grenoble et puis on a beaucoup de chance parce que sur le campus grenoblois, en fait, il y a tout un tas de laboratoires et d'écosystèmes et d'associations qui s'intéressent aux dynamiques et aussi dans certaines associations locales et nationales qui sont en lien avec les montagnes, la neige et le risque. Alors, je vais pas du tout vous décrire tout ce qu'on fait dans le labo parce que je pense que ce serait un peu ennuyeux. En gros, on a 3 axes de recherche. On a un axe de recherche qui est très amont, qui vise à mieux comprendre la physique de la neige, comment la neige évolue, à partir de quel processus physique. Donc ça, on détaillera vers la fin de la présentation. On a un axe qui est un peu plus applicatif, qui vise au développement, du coup, comme j'ai parlé tout à l'heure, de chaînes de modélisation qui permettent de simuler l'évolution de la neige en montagne sur les massifs montagneux français, donc que ce soit les Alpes ou les Pyrénées, avec pour but et pour application de fournir une estimation du risque d'avalanche sur nos montagnes en France. Et puis, on a un dernier axe qui est vraiment très applicatif, donc où c'est la production de réanalyse climatique, de réanalyse d'enneigement, dans un contexte de changement climatique, aussi avec des projections et puis tout un tas d'autres applications sur des aspects, socio-économiques. Donc ça, c'est nos trois grands axes de recherche. Alors nous, on se situe à Grenoble. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je pense que oui. Donc ça, c'est Grenoble, le Y grenoblois avec 2 grandes vallées, une qui va vers Lyon et une qui va vers Chambéry, pour ceux qui connaissent la France. C'est une cuvette, c'est, très pollué. Notre labo, il est là, c'est le bâtiment qu'on voit ici qui est plus tout jeune. Alors c'est plus tous les jours qu'il y a de la neige, chez nous. Et puis, on a 2 sites, principaux d'observation, sur le terrain. Un site qui se situe en Chartreuse ici, qui s'appelle le col de Porte, que je vais détailler par la suite, qui est à 1300 mètres d'altitude et un site un peu plus loin qui est beaucoup plus élevé, qui est à 2700 mètres, qui est partagé avec un autre laboratoire qui s'appelle INRAE et qui, à la base, était vraiment dédié à l'étude, du transport de la neige par le vent, qui s'appelle le col du Lac Blanc. En plus de ça, dans notre labo, on a quelques infrastructures expérimentales. Donc en particulier, on a des chambres froides qui nous permettent de faire des expériences et dans ces chambres froides, on a un instrument, qui est un tomographe à rayon X, dont je reparlerai par la suite, qui nous permet de faire de l'imagerie 3D à l'échelle du micron, de la neige et ça, c'est, tout ce qui nous permet de développer, vraiment de la recherche fondamentale, sur la physique de la neige. Alors, je vais présenter, 2-3, je vais dire, résultats un peu scientifiques que je trouve intéressants de mon labo. Alors la première chose que je vais présenter, c'est les résultats sur la neige, on va dire au passé. Donc le col de Porte, c'est le laboratoire là que vous voyez enfoui sous la neige, sur la gauche, de l'image. C'est un grand champ où on a tout un tas de capteurs automatiques et dans lequel depuis, plus de 60 ans maintenant, donc depuis 1960, il y a des personnes du labo qui montent toutes les semaines et qui font des mesures. Ce qui fait qu'on a une des séries, quasiment les plus longues au monde, de mesures de l'évolution de l'enneigement et de l'évolution des variables atmosphériques, donc pour cet endroit à 1300 mètres, près de Grenoble et ça nous donne des renseignements quand même très, très précieux sur la qualification en fait du réchauffement climatique et de ses impacts sur la neige à cette altitude dans les Alpes. Donc là, c'est ce que vous voyez sur la droite de l'image où en haut, on a un graphique qui montre l'évolution de la hauteur de neige pour les 60 dernières années au col de Porte. Donc chaque barre bleue correspond à la hauteur de neige moyenne de décembre à avril pour une année et en noir, c'est la moyenne glissante sur 15 ans. Donc on voit qu'on a une décroissance marquée de la hauteur de neige. On perd à peu près 40 entre les 2 périodes de 30 ans de la hauteur moyenne du manteau neigeux. En bas, vous avez l'enregistrement depuis 60 ans de la température moyenne de l'air en hiver.
En rouge, c'est les années avec des anomalies positives, en bleu, des anomalies négatives. Et on remarque donc également un réchauffement qui est de 1 degré en 30 ans. Donc on a à peu près à 0, un peu plus de 0,3 par décade au col de Porte. Et comme on a aussi des mesures de précipitation depuis 60 ans, on est capable de dire que la diminution du manteau neigeux qu'on observe à ce site du col de Porte, elle est principalement liée à l'effet de réchauffement, donc qui fait que la limite pluie-neige augmente et du coup, au lieu de tomber de la neige, il tombe de la pluie. Et c'est ça qui fait qu'on a moins d'épaisseur de neige au col de Porte. Voilà, donc c'est assez spécifique à ce site, hein, c'est pas des choses qui sont vraies partout, mais pour ce site-là, c'est vraiment l'effet élévation de la limite pluie-neige. Il tombe toujours la même quantité d'eau, mais au lieu de tomber sous forme solide, elle tombe sous forme liquide. Alors après ça, c'est pour un point. On fait aussi des études où on va étudier, comment a évolué, l'enneigement sur toutes les Alpes françaises. Alors vous avez moins l'habitude que moi sans doute de voir les Alpes, cette petite forme-là, c'est les Alpes découpées en petites régions. Et on est capable, avec nos modèles qu'on développe dans notre labo et certaines observations, de reproduire l'évolution de l'enneigement du coup sur les 60 dernières années. Les années rouges, c'est des années qui sont déficitaires par rapport à la moyenne, et puis les années bleues, c'est des années qui sont plutôt heu excédentaires par rapport à la moyenne. Et ces dernières décennies, on a plutôt des années rouges. Et puis on travaille également sur, faire des projections climatiques. Donc ça, c'est la projection climatique de l'enneigement pour différents scénarios sur une altitude qui correspond à peu près au col de Porte que je vous ai montré tout à l'heure, où on voit qu'on a dans certains cas un enneigement qui disparaît quasi complètement à l'horizon de 2100. Donc voilà un peu, ce qu'on fait en termes d'évolution passée et future de la neige. Et maintenant, je vais, passer à une partie de la présentation qui est plutôt consacrée aux travaux de recherche sur lesquels je travaille en particulier, à savoir la couleur de la neige. Donc, comme je l'ai dit en introduction, la neige a une propriété particulière qui est d'avoir un très fort albédo, c'est-à-dire qu'elle réfléchit la très grande majorité du rayonnement solaire qu'elle reçoit. Donc, de ce fait, les surfaces enneigées, elles ont un rôle prépondérant dans notre équilibre climatique puisqu'elles vont contrôler quel est le pourcentage d'énergie solaire qui est absorbé par la surface de la Terre. Alors nous, on s'est beaucoup intéressé à travailler sur les variations de cet albédo, c'est-à-dire les variations de la couleur de la neige. Alors les variations à la fois dans le blanc et puis dans d'autres couleurs, ce qu'on va voir après. Donc la neige, c'est blanc, mais ça peut être différentes sortes de blanc et c'est ça que j'illustre sur la photo à gauche là, qui a été prise en Antarctique. C'est des tranches verticales de manteau neigeux où on voit par transmission de la lumière de la lumière du soleil à travers cette tranche qu'on a des variations de la couleur blanche. En gros, les couches, elles sont plus ou moins grises. Et ça, on le met en parallèle avec le fait que la neige, c'est pas toujours la même. Alors, c'est ce que je montre sur l'image de droite ici, où ces petits cubes représentent en fait ce qu'on appelle la microstructure de la neige, c'est-à-dire l'arrangement 3D à l'échelle de quelques microns de la glace, donc là c'est ce qui est en gris, et de l'air, c'est ce qui est transparent, dans différents types de neige. Donc là, on a différents types de neige qui sont représentés. On voit tout de suite qu'ils sont plus ou moins denses. Donc, par exemple, ça, c'est beaucoup plus dense que ça. Et on voit aussi que la structure de la neige, elle peut être très différente. On peut retrouver des formes arrondies, on peut retrouver des formes anguleuses, et ça dépend tout des conditions météorologiques dans lesquelles elle évolue. Et ça va avoir pour conséquence, ces variations de structure, de faire changer la couleur de la neige, comme on le voit sur la gauche, et de faire changer l'albédo de la neige et du coup son évolution. C'est ce qu'on va voir après. Donc là, je remets sur la gauche 2 structures de neige différentes, donc vues de deux manières différentes. En tomographie rayon X, c'est les petits cubes. Ça, la petite barre, c'est 1 millimètre. Et puis ici, c'est une manière plus traditionnelle d'observer le manteau neigeux. C'est juste des photos qui sont prises à la loupe avec 2 types. Là, c'est des grains fins. En haut, c'est de la neige relativement peu évoluée et très fine en termes de structure. Et en bas, ce qu'on appelle du givre de surface, qu'il y a énormément dans l'Arctique. Pardon, du givre de profondeur qui a énormément dans l'article, où on voit des formes anguleuses qui sont très développées. Alors ça, c'est du givre de profondeur qui a été, c'est pas du givre arctique, c'est du givre de profondeur qui a été, qu'on a fait croître en chambre froide. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que si on compare ces deux types de neige, celle-là est très fine et celle-là est beaucoup plus grossière. En termes de couleur, ça va se traduire par le phénomène suivant. En gros, la lumière, elle est réfléchie par l'interface de la surface air-glace et elle est absorbée par le volume de glace qui est présent dans la neige.
Donc en gros, la couleur de la neige, elle va être contrôlée par le ratio entre la surface de l'interface et le volume ou la masse de neige. Ce qui veut dire que quand on a des structures fines comme ça, on va avoir tendance à avoir un ratio entre la diffusion et l'absorption qui est plus élevé que quand on a des structures qui sont grossières, comme pour le bas ici. Donc ça veut dire que si la neige, elle évolue dans le temps, en général, elle va tendance à passer de structures fines à des structures plus grossières. Donc on va favoriser l'absorption par rapport à la diffusion et on va aller vers des neiges qui sont un peu moins blanches. Du coup, si ces neiges sont moins blanches, c'est-à-dire que l'albédo décroît, on va avoir tendance à réfléchir moins d'énergie solaire, et c'est-à-dire à absorber plus d'énergie du soleil. S'il y a plus d'énergie qui est alors absorbée par la neige, qui a une structure plus grossière, on va élever sa température interne, potentiellement la faire évoluer et finalement fondre plus vite. Donc ça, c'est une boucle de rétroaction positive qui est liée à l'albédo de la neige et que moi j'appelle le Snow Intrinsic Albedo Feedback parce que c'est vraiment intrinsèque aux propriétés de la neige. Et ça, c'est des choses qui rentrent en jeu en particulier dans la fonte ou l'évolution accélérée de la calotte groenlandaise sur ces dernières années. Alors ça, c'était pour la partie couleur de la neige blanc-gris, mais la neige, elle peut être aussi colorée. Elle peut être colorée pour plein de différentes raisons. Alors chez nous, il y a, on va dire 3 principales chez nous dans les Alpes et à côté de on va dire à côté de Grenoble, il y a 3 principales raisons pour lesquelles la neige peut être colorée. La neige peut être colorée de manière orange, comme on voit sur les photos ici. Il y en aura plus dans la suite de mon talk, parce qu'il y a des poussières du sable du Sahara qui viennent se déposer sur la surface du manteau neigeux, et ce, quasiment tous les hivers, alors de manière plus ou moins spectaculaire. Elle est un peu grise aussi parfois, juste parce qu'il y a des dépôts, de polluants, de carbone suie, donc juste la combustion des énergies fossiles qui viennent se déposer aussi sur la surface du manteau neigeux. Ça donne une couleur plutôt gris-noir à la neige et puis par endroits, on peut voir des neiges qui sont très rouges. Alors je sais que ça existe aussi au Canada, alors je pense je sais pas, je crois pas que ça existe au Québec, mais en Colombie-Britannique, cette photo, elle a été prise en Colombie-Britannique. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on voit qu'il y a plein de petites bassines rouges, en fait, et ça, c'est des algues qui vont colorer la surface de la neige. Alors, l'effet de ce changement de couleur, on le voit sur ces photos, ça assombrit la surface de la neige et du coup, ça va générer le même type de rétroaction que ce qu'on a vu juste précédemment. Ça va faire que la surface de la neige va absorber plus d'énergie parce que son albédo décroît et on va fondre encore plus vite. Donc en gros, quand on a des impuretés de ce style, enfin ce que nous appelle des impuretés, quand on a de la neige colorée, on va avoir un emballement en fait de l'évolution de la neige liée à ces rétroactions de l'albédo que j'ai expliqué juste précédemment. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé ces dernières années. Donc pour travailler là-dessus, en fait, nous, ce qu'on a voulu connaître, c'est, savoir quel est l'impact, de ces dépôts d'impuretés sur l'évolution du manteau neigeux dans les montagnes françaises ou les montagnes européennes. Alors on a fait tout un tas de mesures sur nos sites d'observation, puis on a aussi développé des modèles numériques qui permettent de prendre en compte, ces dépôts d'impuretés et en termes de augmentation de l'énergie absorbée et de faire numériquement évoluer de la neige avec des impuretés. Alors, un des premiers événements sur lequel on a travaillé, c'est un événement qui a eu lieu en Russie, donc dans la zone de Sotchi, sur tout l'Europe de l'Est. En fait, c'était en mars 2018, suite à des discussions à l'EGU où il y avait eu, donc assez classiquement en fait une tempête, de vent au-dessus du Sahara qui avait soulevé un gros nuage de sable, donc en Libye, et puis ce nuage avait à cause de la circulation générale atmosphérique, traversé, la Méditerranée et atteint toute l'Europe de l'Est en faisant des dépôts assez spectaculaires sur le manteau neigeux. Donc ça, c'était une photo qui a été prise, dans la station de Sotchi où on voit que la neige est vraiment très, très, très orange. Et du coup, ça, c'était un événement un peu solitaire. Alors, il y en a eu 2 très proches, mais en gros, c'est enfin une seule série d'événements avec un changement spectaculaire de la couleur de la neige. Et notre question, ça a été de savoir, OK, pour un événement comme ça, quel est l'impact au final sur la fonte, du manteau neigeux? Donc on a étudié ça, par satellite. Alors, je vais essayer de remettre le film, au milieu, en croisant en fait de l'information satellitaire et de l'information des modèles numériques. Donc là, ce que vous voyez,
À l'écran, c'est à gauche une composition colorée d'une image Sentinel-2. Donc Sentinel-2, c'est un satellite qui prend des images de la surface de la Terre tous les 5 jours, à peu près à 20 mètres de résolution. Donc c'est déjà de la assez haute résolution. À gauche, c'est une composition colorée dans le visible. Et puis à droite, c'est le contenu en poussière saharienne qu'on estime à la surface du manteau neigeux à l'aide de ces images satellites. Donc plus c'est rouge, plus il y a de poussière et plus c'est blanc, moins il y a de poussière. Alors on voit un peu les changements de couleur, sur l'image de gauche. Ça, c'est une zone qui est à côté de la station de Sotchi, pardon. C'est une zone de station de ski. On distingue, alors je ne sais pas si c'est possible pour vous de les voir à distance, mais on distingue quelques pistes de ski. Alors je vais faire défiler un peu, la saison. Donc là, il avait neigé. Là, il y a eu une fonte différentielle. Donc on voit la neige et la surface, enneigée se réduire, peu à peu. Donc là on refait le film. Donc je vais l'arrêter à un endroit où on voit quelque chose d'intéressant. Hop, donc voilà celle-là. Elle m'intéresse en pas ah non, ça marche pas. Hop, je vais la remettre. Donc celle-là, elle m'intéresse en particulier parce qu'on voit quelque chose de je trouve assez marrant. Donc toutes les bandes qui sont orientées sud, elles en gros, il y a eu le dépôt de sable. Ensuite, il a reneigé par-dessus, donc tout est redevenu blanc. Et puis ensuite, le manteau neigeux a commencé à fondre. Et donc là, on voit que toutes les pentes qui sont plutôt orientées sud, elles sont oranges, alors que les pentes qui sont orientées nord, elles sont restées blanches. Donc on le voit aussi sur le contenu en poussière qu'on retrouve à partir du satellite. Et donc ça, c'est en fait un effet de fonte différentielle entre les différentes orientations, où au sud, ça a fondu beaucoup plus vite qu'au nord. Et du coup, les poussières ont commencé à ressortir sous la neige qui était tombée au-dessus. Donc voilà, donc on a croisé ces informations satellitaires avec le modèle numérique de neige qu'on a développé pour prendre en compte les poussières, et c'est un exemple de résultat qu'on a obtenu. Donc là, c'est la hauteur de neige, l'axe Y ici, en fonction du temps, pour un des points de la station de la station de ski dont je vous ai demandé tout à l'heure, qui est situé à 2200 mètres d'altitude, donc relativement haut. Et on voit l'évolution en fonction du temps, du coup, de la hauteur de neige. Les petites croix, c'est des mesures de hauteur de neige qui sont faites dans cette station de ski. Et on a 2 simulations différentes. Alors, c'est des simulations ensemblistes pour tenir compte un peu de l'incertitude du modèle. En rouge, c'est une simulation qui prend en compte le dépôt de poussière saharienne, donc a eu lieu à cette date-là, visualisée par la petite barre verticale. Et puis en gris-bleu, ici, c'est une simulation qui ne prend pas en compte ce dépôt. Donc, on remarque que la simulation qui prend en compte sur le dépôt, elle colle bien avec les mesures, la hauteur de neige baisse bien plus vite. Donc, la vitesse de fonte est bien plus élevée, comme ce à quoi on s'attendait, que dans la simulation qui ne contient pas ce dépôt de poussière. Et puis, en regardant en fait la différence entre les deux simulations, on est capable de dire que ce dépôt de poussière, à ce point-là, à cette altitude, il a occasionné un raccourcissement de la saison d'enneigement de quasiment un mois, ce qui est gigantesque en termes, par exemple, d'exploitation de stations de ski ou en termes d'hydrologie de montagne et aussi pour les écosystèmes. Donc ça, c'est pour un événement qui a eu lieu dans le Caucase. Maintenant, ces événements-là, alors, bien sûr, ils n'arrivent pas au Québec ou au Canada, mais par contre, ils arrivent de manière très, très fréquente sur les Alpes et les Pyrénées. Ça, c'est un événement assez spectaculaire et assez extrême qu'on a eu l'année dernière. Donc ça, c'est une image du col du Lautaret qui se situe pas très loin de Grenoble, qui est un de nos autres sites d'observation. À gauche, c'est avant le dépôt, à droite, c'est pendant le dépôt de poussière et enfin, au milieu, pardon, et à droite, c'est après, où on voit qu'avec cet effet de fonte différentiel dont j'ai parlé tout à l'heure, la poussière ressort uniquement à certains endroits. Alors ça, c'était un événement qui était vraiment très extrême et très particulier, qui a touché toute une partie de la France, des Pyrénées. Et puis, qui a eu enfin, le ciel était vraiment très, très spectaculairement orange. Donc même dans des zones où il y a pas de montagne, où il y a pas de neige, ça a frappé, en fait, les gens, ça a frappé l'imaginaire des gens, et c'est un événement qui a été relayé énormément par les médias chez nous. Alors peut-être qu'à cette époque-là, en février 2021, il n'y avait pas grand-chose d'autre à raconter que ça, mais il y a eu un gros emballement, médiatique autour de cet événement. Alors du coup, avec des collègues avec qui je travaille, sur ces aspects-là, on a décidé de tenter le coup de lancer une campagne de sciences participatives, de prélèvement participatif, pour essayer de calculer en fait les masses de sable, de poussière de sable qui se sont déposées
lors de cet événement sur toutes nos montagnes et quelle est la variabilité spatiale de ces poussières de sable. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on ne connaît pas très bien, qu'en général, on utilise des modèles un peu grande échelle pour calculer les flux de dépôts, mais on ne sait pas très bien quel est, par exemple, l'effet du relief et de la topographie sur les dépôts de poussière de sable. Et ça reste très important pour nous, pour après caler nos modèles d'impact et savoir de combien de temps ça raccourcit la saison d'enneigement ou ça accélère la fonte du manteau neigeux. Donc du coup, on a réfléchi à un protocole assez simple avec des collègues et puis on a lancé un appel sur Twitter qui a été pas mal relayé. Et on a demandé aux gens, du coup, de prélever de la neige orange et de nous l'envoyer. Alors, une fois qu'elle était fondue, c'était pas très grave qu'elle fonde parce qu'après, on allait la filtrer. Et comme ça, on a reçu en fait 150 échantillons de gens qui se baladaient en montagne et qui nous ont envoyé leurs échantillons. Alors, dans tout un tas de récipients différents, comme on peut le voir sur l'image de droite. Donc au total, on a eu beaucoup, beaucoup d'échantillons, 150, et on les a filtrés avec une méthode de filtration sur des filtres quartz qui permet de retenir les poussières, même les très fines. Et les résultats de filtration, c'est ce que vous voyez un peu à l'image ici. Donc ça, c'est, je ne sais pas combien il y en a sur l'image, mais une vingtaine à peu près de nos 150 échantillons, où on voit des couleurs très variées. En fait, variées sans doute en partie parce que la concentration et la masse dans ces échantillons n'étaient pas du tout la même. Par exemple, ceux-là, ceux du bas, ils sont bien moins concentrés que ceux-là. Donc, il y en a qui viennent des Pyrénées, il y en a qui viennent des Alpes, ici. Et puis aussi parce que la compétition minéralogique des poussières n'est pas tout à fait la même selon les endroits. Donc au total, en fait, on a eu 150 échantillons qui nous ont permis de couvrir les Alpes suisses, les Alpes françaises et les Pyrénées français et espagnols. C'est ce qu'on voit sur l'image ici. Chaque petit point représente un échantillon. En blanc, comme tout à l'heure, c'est quand il n'y a pas beaucoup de poussière. En rouge, c'est quand il y a beaucoup de poussière. Donc, quand on a commencé à voir ces résultats, moi, j'étais un petit peu inquiète parce que je n'étais pas vraiment sûre que, vu que le protocole n'avait pas été testé avant, ça venait d'un peu partout, on n'était pas vraiment sûr d'obtenir un signal qu'on serait capable d'expliquer à partir de ces échantillons. Et donc, ça, c'est un peu des résultats préliminaires qu'on n'a pas fini d'analyser que je montre ici. Et au final, on a été très agréablement surpris. Si, par exemple, on se concentre sur le graphique en haut à gauche, on voit la masse par mètre carré de poussière dans l'échantillon de neige prélevé en fonction de la localisation. Donc là, c'est pour les échantillons dans les Alpes suisses, ça c'est pour les échantillons dans les Alpes françaises, et ça c'est pour les échantillons dans les Pyrénées. Et du coup, sans surprise, on retrouve bien le fait que les échantillons dans les Pyrénées, qui étaient plus au sud et du coup au tout début du dépôt de poussière, sont plus concentrés que ceux dans les Alpes françaises, qui eux-mêmes sont plus concentrés que ceux dans les Alpes suisses, qui correspond vraiment à la chronologie du dépôt. Voilà. Et au-delà de ces événements, comme je le disais un peu tout à l'heure, on a des événements extrêmes certaines années, comme les 2 que je viens de montrer, mais on a aussi des événements qui sont moins visibles, comme sur cette image ici, et il y en a tous les ans. Donc on a voulu aussi caractériser quel était, à long terme et en moyenne, l'impact de ces événements, sahariens sur le manteau neigeux. Donc pour ça, on a fait des calculs sur des grandes régions. Donc, alors ça vous fait peut-être marrer vu du Canada, mais en gros sur les Alpes du Nord, ici, les Alpes du Sud et puis les Pyrénées français et les Pyrénées espagnoles. Donc tout ça en se servant de modèles qui nous permettent de connaître les flux de déposition de black carbone ici, qui ont diminué à partir des années 90 au-dessus de l'Europe, et puis les flux de dépôt de poussière, ici pareil, en fonction du temps. Donc en croisant ces flux de dépôt avec notre modèle d'impact, on est capable de calculer quel est le raccourcissement de la saison d'enneigement qui est dû aux poussières, donc ça c'est en jaune, qui est dû au black carbone en gris, et qui est dû à l'effet combiné de ces deux types d'impuretés, donc ça c'est en rouge. Donc là, c'est le nombre de jours de raccourcissement de la saison d'enneigement en fonction de l'altitude. Et on est capable de dire qu'en gros, black carbone plus poussière saharienne, ça correspond à 17 jours de moins d'enneigement sur les montagnes françaises, en moyenne sur les 40 dernières années. Et ça correspond à peu près à 30% de la variabilité de la date de disparition complète du manteau neigeux. Donc ça veut dire que ces flux de poussière et ces flux de black carbone, c'est des choses essentielles à prendre en compte quand on veut faire une prévision précise en fait, de l'évolution du manteau neigeux dans nos montagnes françaises. Donc voilà pour la partie des projets qui sont en train de se finir. Et du coup, pour les 5-10 dernières minutes de ma présentation, je vais parler des projets qui sont
alors pardon, voilà, qui commencent maintenant et qui sont en collaboration avec, le Québec et en particulier avec l'université de Sherbrooke et l'université de Laval. Alors, c'est un projet qu'on appelle Ivory. C'est un projet européen, une ERC Starting Grant qui a commencé, l'année dernière et qui a pour but de, mieux, de mieux modéliser et de modéliser avec plus de précision, l'évolution du manteau neigeux un peu dans toutes les conditions, climatiques. Alors, en gros, ce projet, il part du postulat que sur Terre, il y a tout un tas de manteaux neigeux différents. Tout à l'heure, je vous ai montré déjà des types de neige différents, mais un manteau neigeux arctique, comme on va le voir juste après, ça n'a rien à voir avec les manteaux neigeux qu'on peut trouver dans les Alpes. Il y a aussi tout un tas de modèles de neige différents, avec différents degrés de complexité, différents langages, différents processus physiques pris en compte. Mais malgré cette jungle de modèles de neige, il y a actuellement un très gros, on va dire un très gros fossé entre ce qu'on connaît de la physique de la neige, donc à l'échelle du micron, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et ce qu'on est capable de faire avec les modèles les plus détaillés d'évolution du manteau neigeux. Donc l'idée du projet, c'est en gros de franchir ce gap et de mettre toute notre connaissance de la physique de la neige dans un nouveau modèle de neige. Alors, un nouveau modèle de neige qui sera capable de représenter la neige arctique aussi bien que la neige alpine. Parce qu'actuellement, en fait, la plupart, les modèles de neige les plus détaillés, alors je parle du modèle de neige français et du modèle de neige suisse, ils ont été développés dans une optique de, comme je l'ai dit au tout début de ma présentation, de faire de la prévision du risque d'avalanche dans nos montagnes alpines. Et du coup, les processus physiques qui font évoluer nos manteaux neigeux alpins, c'est pas tout à fait les mêmes que ceux qui font évoluer les manteaux neigeux arctiques. Donc, en partie parce qu'en Arctique, il fait plus froid, que le manteau neigeux, il est plus fin et qui va évoluer principalement sous l'effet de transport liés au flux de gradient de température et de transport de vapeur d'eau. Du coup, nos modèles qui ont été développés dans les Alpes, alors on essaye de les adapter et on a déjà eu plein de projets sur les adapter pour les faire marcher sur l'Arctique canadien, sur le Canada, sur les États-Unis, mais c'est pas si facile. Et du coup, on a décidé dans ce projet-là de repartir de zéro et de faire un modèle qui soit capable de s'adapter à des conditions climatiques différentes et en Arctique et sur les Alpes, enfin sur les régions, on va dire, alpines, et aussi sur les régions antarctiques pour modéliser l'évolution de la neige en névé et finalement en glace. Alors, c'est un projet qui se base sur deux ingrédients principaux. Alors, enfin, on va dire trois. Le premier, c'est la physique. Le deuxième, c'est la modélisation numérique. C'est pour ça qu'il y a un ordinateur. Et le troisième, c'est de l'observation à très fine échelle avec ce qu'on appelle du coup un tomographe à rayon X, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous permet d'avoir ces images 3D de l'évolution de la neige. Alors, c'est un projet qui se déroule sur 5 ans où, en gros, on a tout un work package qui est dédié au développement vraiment de la plateforme informatique et de la physique du modèle. Un work package qui est lié à la compréhension des processus physiques qui font évoluer le manteau neigeux arctique et à l'impact de cette évolution sur le régime thermique du sol. Donc, dans ce cadre, on va mener des expériences à laboratoire et dans ce cadre, on va aussi aller faire une campagne de mesure à Charles, à Cambridge Bay, du coup dans l'Arctique canadien. J'y reviendrai après. Un work package processus qui est consacré à la compréhension de comment la neige de surface et la microstructure de la neige de surface va être transférée en profondeur et va impacter la microstructure du névé. Donc ça, c'est pour mieux comprendre les carottes de glace. Et puis un dernier work package qui est plutôt applicatif, qui est vraiment de comprendre et de quantifier toutes les rétroactions qui sont liées à la neige et aux différents types de neige dans deux climats très différents, donc sur l'Arctique canadien et sur les étendues enneigées européennes. Voilà. Donc du coup, dans ce projet, il y a trois. Alors, les flèches ont bougé un peu à cause du Covid. Il y a trois campagnes de mesures qui sont prévues. Une au col de Porte, le site que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est juste à côté de chez moi. Une à Cambridge Bay, dans l'Arctique canadien, et possiblement une en Antarctique à Domsée.
Donc ça, c'est un peu l'équipe des gens qui s'occupent de ce projet du coup à Grenoble, où on a des gens, alors il y a moi-même, mais je me suis déjà présentée, il y a des gens qui sont spécialistes de la modélisation numérique, donc Mathieu Lafaïs, Julien Brondex, François Tuzet. Il y a des gens qui sont spécialistes de la microstructure de la neige, Kevin Fourteau, Pascal Hagenmüller et Neige Calonne. Donc ça, c'est un peu l'équipe clé du projet. Et puis, on a tout un tas de collaborations avec différents laboratoires, des laboratoires en matériaux, des laboratoires en glaciologie, des laboratoires en maths et aussi des laboratoires au Canada, donc l'Université de Laval et l'Université de Sherbrooke, pour mieux comprendre et mieux modéliser les manteaux neigeux arctiques parce que c'est un des grands axes du projet. Donc du coup, comme je le disais, on a des campagnes de terrain prévues. On en a commencé déjà une, je vous montrerai une image juste après, au col de Porte. Donc là, c'est le petit rectangle ici, le petit triangle ici. Et l'année, alors c'est pas l'année prochaine, mais c'est en 2023-2024, on prévoit de transporter notre instrument, donc le tomographe que j'ai montré tout à l'heure, à Charles pour là-bas aller faire sur site de la tomographie du manteau neigeux arctique et de suivre son évolution au cours de toute une saison hivernale. Et voilà, pour finir, je vous montre juste une des images qu'on a réussi à capturer cet hiver, donc avec notre tomographe qui est maintenant installé au site du col de Porte, le labo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un scan à double résolution. À gauche, c'est un scan de neige à, on va dire, basse résolution, à 42 microns. Donc ça fait 6 cm, pardon, excusez-moi, 6 cm de haut. Et c'est un jour où il y avait, alors on voit qu'il y a différents types de neige. Moi, je le vois parce que je le sais. Je ne sais pas si c'est très visible de loin. Là, il y a ce qu'on appelle, nous, de la neige roulée. Là, il y a des petites aiguilles qu'on voit. Et puis, au sommet, on a quelque chose de très particulier qui se développe chez nous quand on a des nuits froides et avec des sources d'humidité qui ne sont pas trop loin, qui est du givre de surface. Et ça, c'est un zoom sur la surface, donc avec le tomographe, de cette surface qui est faite de cristaux qui sont très particuliers, donc en réseau avec ces structures très hexagonales. Donc ça, c'est un zoom à 10 microns de résolution. Et ça, c'est des choses qu'avec notre instrument, on peut faire directement sur le terrain et qu'on compte faire dans la base de Cambridge Bay. Voilà. Donc j'ai fini pour ma présentation. Ça, c'est quelques ressources, on va dire, internet et réseaux sociaux si vous avez envie d'en savoir plus sur le projet et sur nos recherches. Voilà. Bien, merci beaucoup Marie. Attends, alors je vais arrêter le partage. Et est-ce que je vous vois? Voilà, c'est bon, je te vois. Merci beaucoup Marie pour la présentation. C'était vraiment le fun. On va passer aux questions. S'il y a des questions, je suis pas mal sûr qu'il va y en avoir une coupe. Fait que là, on a une question de Jules. Bonjour, Dr Dumont. Félicitations pour votre présentation. Je trouve ça vraiment merveilleux, surtout le tomographe. C'est fascinant ce que vous pouvez faire avec ça. Pour moi, c'est des nouvelles technologies. Je trouve ça vraiment cool. J'espère que vous allez exploiter ça au maximum dans vos projets futurs. J'ai une question sur la télédétection. C'est la présentation de l'acuité. J'aimerais savoir si vous avez à différencier les aérosols qui sont encore dans l'atmosphère de ceux qui sont tombés sur la neige. Par exemple, dans l'image Sentinel-2 que vous avez présentée, là, ou plus généralement avec les satellites. Alors, déjà merci et ensuite, c'est une super question. Alors non, en général, c'est très difficile de différencier. Quand par exemple, il y a de la poussière qui est en train de tomber ou qui est en suspension dans l'air, c'est dur de dire avec l'image satellitaire si cette poussière, elle est sur la surface de la neige ou dans l'atmosphère. Après, en général, ce qu'on va faire, la poussière, elle va rester au sol, elle reste dans la neige, donc on envoie le signal bien après l'événement. Donc quand on analyse des images Sentinel-2 que je vous ai montrées tout à l'heure, elles sont analysées sur des jours où on sait que l'AOD, enfin l'aérosol optical depth, est relativement faible. Mais sinon, s'il y a des poussières en suspension, c'est sûr que ça va diminuer de beaucoup la précision de l'algorithme qui permet de retrouver la concentration de poussière dans la neige. Ça prend une composante temporelle, ça prend comme une série temporelle finalement pour arriver à le faire. Pardon? Ça prend comme une série temporelle finalement Ouais. pour arriver à le faire. On ne peut Ouais. pas le faire avec une seule image. Bon, ça marche. Bah, voilà. Ok, merci beaucoup. Après, on a une question de Christian. Oui, merci beaucoup, Madame Dumont. Très, très, très intéressant, notamment cette question des poussières. Ça, c'est pas mal du nouveau pour moi. Dites-moi, mais j'ai deux questions en tout. La première, c'est au Maroc, par exemple, dans le Haut-Atlas,
il y a des montagnes, il y a de la neige, il y a même une petite station de ski dont je ne me souviens plus du nom exactement. Alors, eux, le phénomène de ces poussières rouges, ça doit être assez désastreux. Avez-vous déjà entendu parler? Alors, j'ai jamais. Alors, oui, je pense que ça a un effet très très important. Par contre, j'ai jamais regardé quel était l'impact en termes de. Mais eux, ils doivent en avoir tout le temps, je pense. C'est moins des gros à-coups comme ce que nous on a un peu plus loin, où on va en avoir une fois, deux fois, des fois tous les 3 ans des événements extrêmes. Là, on en a de plus en plus. Donc, je pense que c'est plus routinier l'impact que ça a. Mais c'est sûr que ça a un impact, mais je le connais pas, je l'ai jamais quantifié et c'est une bonne question et je regarderai. Voilà. Mais est-ce que c'est récent, ce phénomène-là, ou avant, ça Non. passait sous le radar? Ou... Non, 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 c'est pas du tout récent, ça a toujours existé. Là, OK. sur les résultats que je vous ai montrés sur les 40 ans, alors je suis passée un peu vite, mais sur les dépôts de poussière, on ne voit pas de tendance. En tout cas, sur les Alpes françaises, on ne voit pas de tendance en termes d'intensité. Alors, il y a des endroits du monde où il y a des tendances, où on voit une augmentation des dépôts. Par exemple, au Caucase, il y a une augmentation à la fois en intensité et en fréquence des dépôts. Et du coup, on peut se dire qu'en fait, avec le réchauffement climatique et les changements de circulation atmosphérique, potentiellement, il y a un moment où nous aussi, on peut être affecté par une intensification des dépôts, mais pour l'instant, nous, on n'arrive pas à le prouver. D'accord. Voilà. Et ma deuxième question, je termine après. À la page 7, vous indiquez qu'il y a l'épaisseur de neige est plus faible, mais finalement, le contenu en eau de la neige, lui, il ne change pas vraiment parce qu'il y a plus de précipitations liquides. Est-ce que je me Alors, trompe? non, je pense que je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que le manteau neigeux, il y avait moins de masse de neige au sol parce qu'il tombait moins de neige et il tombait plus d'eau. Parce qu'en plus, quand ça forme comme ça tombe sous forme de pluie, alors soit c'est par exemple en début de saison, il va tomber de la pluie au lieu de tomber de la neige, du coup ça va ruisseler. Des fois, il va nous arriver qu'en milieu d'hiver, il y a de la pluie qui va tomber sur le manteau neigeux. S'il fait suffisamment chaud, toute cette eau, elle ne va pas regeler, elle va juste ruisseler sous le manteau neigeux, comme ça s'est passé d'ailleurs au Nouvel An cette année où il y a eu des inondations formidables. Mais c'est pas le snow water equivalent, il diminue aussi, si c'est ça la question. Merci. Mais je t'en prie, merci à vous. Bien, merci Christian. Après, on a Julien dans l'ordre. Julien, je le connais, Julien. Donc, merci beaucoup, Marie. C'était super intéressant pour ta présentation. Moi, j'ai une petite question là, au niveau du tomographe. Je voulais savoir si tu fais discuter un peu de la taille d'échantillonnage de la neige. Est-ce que ça dépend principalement de la méthode de l'échantillon ou principalement il y a des limitations là, au niveau de l'instrument, au niveau du tomographe? Alors, la taille d'un échantillon qu'on peut scanner, elle dépend de la résolution à laquelle on scanne. Typiquement, à 42 microns, tu peux faire un échantillon beaucoup plus gros en diamètre que ce que tu peux faire à 10 microns. Et ensuite, alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du scan. Alors, échantillon. Le tomo qu'on a, et celui sans doute qu'on enverra à Charles, il fait du scan. Il n'a pas besoin de scanner tout. Il peut scanner juste l'intérieur d'un truc. Et du coup, à ce moment-là, tu es plutôt limité par la distance à la source. En gros, le diamètre est limité par la distance à la source. Parce que pour faire à haute résolution, il faut que tu te rapproches vachement de la source. Et du coup, là, ça limite la taille de ton échantillon. Je ne sais pas si j'ai été super claire. Mais Non, c'est bon, merci. en gros, il faut retenir que plus la résolution est élevée, plus l'échantillon il est nécessairement petit. Alors après, on fait des scans en stack, donc tu les recolles les uns avec les autres. Mais forcément, au bout d'un moment, ça prend énormément de temps, quoi. La colonne de gauche, on met 20 minutes à scanner à 42 microns. Et à 10 microns, il nous faut 5 heures ou quelque chose comme ça. OK. Ah, c'est bon, j'ai hâte de voir ça en action. Merci. Tu vas essayer. Super, merci Julien. D'ailleurs, Marie, Julien qui a avec brio défendu sa thèse la semaine dernière. Bravo, docteur. Merci. Puis maintenant, c'est à ton tour, Patrick. Bonjour Marie, merci pour ta présentation. Vraiment, je suis emballé là, par les résultats de tomographie. Ça va vraiment être formidable de voir ça là, chez nous aussi. Trop peu de gens regardent à la neige. Là.
Donc, j'ai été curieux. Moi, je suis le chimiste là, qui vient sauter un petit peu dans cette discussion-là. Les chutes de noir de carbone que vous avez observées là, en 95 dans tes séries chronologiques, est-ce qu'il y a des événements ou des interventions là, de réglementation qui ont été à l'origine de cette chute de noir de carbone ou c'est vraiment plutôt peut-être la récurrence des feux de forêt ou est-ce que vous avez pu lier ça à des activités humaines ou des événements naturels? Alors, je suis pas chimiste, donc je vais marcher sur des œufs là. Vraiment, la chimie, c'était très compliqué pour moi. De ce que j'ai lu, parce que j'ai essayé quand même de comprendre ce qu'on voyait sur ce signal, c'est lié au changement du trafic et au changement de réglementation pour les pots d'échappement, etc. Mais par contre, c'est une diminution qu'on observe en Europe, qui est vue sur les stations Aéronet, etc. Il y a plein d'autres endroits du monde où c'est pas du tout le cas. Hein. Donc, Oui, 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 faut bien pas sûr. croire que c'est global. Je suis un peu stressée quand je Non, présente non, le non, graphique non, parce bien que sûr. j'ai l'impression qu'on va croire ah là là c'est bon tout va bien on pollue Non, plus non, mais mais non c'est pas le cas. c'est encourageant de voir quand même que ça a des effets mesurables là, parce que c'est Tout à beaucoup fait. d'efforts, c'est beaucoup de coûts. Donc, mais ça, j'imagine que c'était du noir de carbone qui vient des combustibles fossiles, peut-être avec le transport, le diesel, ou est-ce que ça vient plutôt de ces... C'est vraiment le trafic routier. C'est lié aux réglementations du trafic routier, enfin des véhicules du trafic routier, de ce que j'ai lu. Mais j'essaierai de t'enverrer des références là. Oui, ça serait super. Les mesures de tomographie pour les chimistes, ça va vraiment être une révélation extraordinaire parce que toute la photochimie, tous les flux photochimiques de la neige, ça vient des quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur sur la surface. Donc, l'évolution de la surface spécifique, ça va être d'importance capitale là, pour comprendre les échanges neige-air et tous ces phénomènes là, chimiques. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est très facile à obtenir, j'imagine, à partir des mesures de tomographie? Hein? Alors, ce qu'on est en train de développer, c'est une thèse qu'on co-encadre avec Ghislain Picard. C'est Oui. un modèle de ray tracing, de lancer de rayons sur la tomographie 3D. Donc, c'est un modèle qui nous permettra de savoir où est absorbée l'énergie, enfin sur quelle partie de la structure elle est absorbée, à quelle profondeur, etc. Alors, c'est pas fini, c'est pas hyper évident. Il faut quand même une thèse là-dessus pour Oui. qu'on arrive à quelque chose qui marche. Mais oui, l'idée, c'est qu'on ait quelque chose qui marche d'ici, je sais pas, à peu près 1 an. On n'est pas très très loin là. Parce que je pense que là, tout ce qu'on a, c'est des modèles empiriques. Un peu, Florent a travaillé là-dessus, peut-être il y a une quinzaine d'années, là, sur l'évolution de la surface spécifique, mais c'est très rudimentaire, là, ça est Ouais, suffisant pour les chimistes. Mais donc, ça va être extrêmement intéressant de voir là, ouais. cette information-là devenir disponible. Là. En tout cas, moi, Oui, j'ai répondu un peu à côté de la je vous question, mais c'est pas grave. je vous espionne un peu sur ces efforts-là. Puis, je ne sais Ouais. pas, j'avais une troisième question, Nicolas, si je peux me Oh, permettre. vas-y, on a le temps. Moi, je serais curieux de savoir si vous avez des activités dans la direction de regarder ce qui se passe avec les effets d'évolution d'albédo puis de la microstructure avec la neige artificielle. Hein. C'est dopé au pseudomonase, hein, toutes sortes de parois cellulaires qui sont lisées et tout là, pour accélérer la cristallisation, pour faire la neige artificielle. Est-ce que ça, au niveau de l'évolution de la microstructure, l'évolution peut-être de l'albédo de la neige artificielle, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent ou important aussi dans vos activités? Parce que nous, en basse altitude, il y a beau faire froid au Québec, là, mais les changements climatiques ont bousillé les saisons de ski, tout ça. Donc, ça, c'est la partie un petit peu peut-être de mes intérêts personnels et extracurriculaires là, qui parlent. Alors nous, au CEN, on a eu alors c'était surtout Samuel Morin qui s'occupait de ça. On a eu beaucoup de projets sur les stations de ski et on a toujours alors moi je l'appelle le transfuge parce qu'il travaille à moitié pour un bureau d'études, de stations de ski et de neige de culture et à moitié pour nous, qui s'appelle Carlo Carmagnola et donc lui, il travaille sur la neige de culture. Ils ont fait de la tomo sur la neige de culture, ils ont un peu mesuré l'albédo. Alors ce que je me rappelle plus, c'est quelles sont les régulations en France pour les mélanges entre, alors je sais même plus quelle sorte qu'est-ce qu'ils utilisent comme dopant en France? Parce qu'il y a des régulations qui sont liées à ça. Ce que je peux te dire, c'est que la surface, on sait calculer, enfin, on a regardé à la tomo de la neige de culture. Alors, ça dépend bien sûr des conditions dans lesquelles elle est produite, mais on va plutôt vers des SSA qui sont relativement basses, donc des albédos qui sont beaucoup plus bas que pour de la neige qui tomberait naturellement du ciel. Voilà. Et le pseudomonase, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va affecter l'albédo. Là. Ça absorbe dans l'UV, j'imagine, mais c'est pas très pertinent peut-être là, pour le snow albedo feedback et tous ces Ça, je sais pas. Je sais pas. Mais je demanderai à Carlo qu'est-ce qu'ils mettent dans leur neige de culture en France. Mais je sais qu'il y a des régulations qui ont changé il n'y a pas longtemps là-dessus. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est autorisé comme dopant. Donc, il ne faut pas manger la neige en France, c'est ce que tu me dis. Ah ouais, non, mais même la neige naturelle, hein, faut pas.
Ouais, non, je confirme, ça rend malade. Surtout à côté de Grenoble. Merci beaucoup, Marie. Je Super. t'en prie, merci à Merci toi. Patrick. On a une question d'Alain. Oui, bonjour Marie. Salut Alain. Si vous me voyez ou quoi, là? Non? On ne te voit pas, mais on Ah, t'entend. ça y est, on te voit. Ouais, parce que moi, je vois les autres. Ouais, bah, c'était pour te dire bonjour aussi. Et Bonjour. Ivory, ça veut dire quoi? Je me rappelle plus. J'irai voir sur ton site alors. C'est marqué sur le site, c'est Insight of, je sais plus trop quoi. Ok, ok. New Insight of the Snow Cover. Mais en fait, c'est un jeu de mots parce que mon projet sur la DOS, là, qui était mon projet avant, il s'appelait Ebony. Et du coup, on a fait Ebony et Ivory. Et c'est même une chanson des Beatles, ce que j'ai découvert qu'après. Voilà. Et puis, l'événement actuel là, de nuages de poussière, c'est un nuage très, très important, là. Ah ouais, il y a un dépôt super important. Alors après, le truc, c'est qu'il est passé sur les Pyrénées. Il y a des photos spectaculaires sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu. Et il est passé beaucoup plus au nord que Grenoble. En gros, ça a touché la Savoie, la Haute-Savoie et le Jura. Mais nous, à Grenoble, on n'a quasiment rien eu. Et du coup, avec mon collègue Simon Gascoin, avec qui on avait fait la campagne l'année dernière, on se cache pour l'instant parce qu'on ne veut pas répondre à tous les journalistes qui nous appellent. Il y a même des gens qui prélèvent de la neige sans qu'on leur ait demandé et qui nous l'amènent. Voilà. Mais c'est bizarre qu'il ne mette pas jusqu'à Grenoble parce qu'il est monté jusqu'à, j'ai vu les nuages. Là, Ouais, mais est-ce que tu as regardé la trace satellite ou la simulation mocage, par exemple? Je pourrais te l'envoyer, la simulation de chimie transport. On voit très bien pourquoi Grenoble n'est pas dedans. J'ai vu CAM, la simulation CAM, ça monte jusqu'au sud de l'Angleterre. Ça va très haut. Mais tu sais, l'année dernière, celui qui était fin février, il est allé jusqu'en Scandinavie. Ouais. Hmm. Et là, tu as répondu à la question, c'était s'il y avait une tendance dans ces pics-là, et il n'y en a pas du tout. Alors, sur les Alpes ou sur les Pyrénées, on le voit pas pour l'instant. Il y a des régions du monde où on le voit. Voilà. Ok. Bon, ben, merci. Et merci pour ta excellente présentation, toujours aussi Rien. claire et bien présentée. Merci. Ravi de te voir. Et on a hâte d'avoir le micro-tomographe ici. Là, on y travaille dur avec Alex. Hein. Ouais, je sais, ouais. Ok. Super, merci Alain. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Marie? S'il n'y en a pas, moi j'en aurais une ou deux. Bon, ben, je vais y aller à ce moment-là. De façon plus générale, là, vous êtes essayé avec la science participative. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aurais envie de recommencer comme expérience? Et si oui, est-ce que tu penses que ça peut avoir un apport par rapport à des études de façon comme spatiale et temporelle, d'avoir finalement des gens qui, pendant leur sortie, te permettent d'avoir tout un lot de données étalées dans le temps et dans l'espace que tu ne serais pas capable d'avoir sur des missions terrain programmées, mettons? Alors, c'était une expérience passionnante. Enfin, ce qu'on a fait l'année Ouais. dernière, c'était vraiment passionnant. C'était hyper fatigant parce qu'en fait, point de vue logistique, on n'était pas du tout calés. Donc typiquement, moi et Simon, on a sillonné les Alpes et les Pyrénées en voiture pour récupérer tous les échantillons. On a perdu beaucoup de temps, on va dire. C'est quelque chose que je serais prête à recommencer parce que je pense que ça apporte vraiment, en fait, Ouais. on le voit un peu sur la carte qu'on a montrée tout à l'heure, avec un protocole qui est simple. Alors, on n'a pas encore très bien analysé les erreurs possibles qu'on a sur les échantillons, mais on voit qu'on a un signal qui semble quand même assez robuste. Et du coup, c'est quelque chose que je serais vraiment prête à recommencer. Par contre, il faut mieux s'organiser que ce qu'on a fait à l'arrache l'année dernière, parce que sinon, on y passe un temps fou, quoi. Puis même, en fait, là, le facteur limitant, ça a été les filtrations, parce que nos chaînes de filtration, elles sont faites pour les carottes de glace. Donc, Ouais. les concentrations en poussière, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Donc là, les filtres, ils se bouchaient tous. Il y a des filtres, ils ont mis, la fille qui les a passés, elle a mis plus de 24 heures à les passer, quoi. Donc, sur Ok. 152 échantillons, c'est un petit peu long. Voilà. Donc, il faut qu'on s'améliore en termes d'organisation et de support instrumental, on va dire. Mais je serais prête à recommencer, ouais. Pas tous les ans, par contre. Ah, c'est bon. Et puis, peut-être une dernière petite question pour moi, plus sur des aspects modélisation de la neige. Fait que là, finalement, avec Ivory, vous reconcevez un modèle global qui serait capable de s'adapter selon un peu les régions. Est-ce que à travers ça, et puis selon les types de régions, il y a comme un processus en particulier, par exemple, qui sort du lot comme étant celui qui est vraiment mal représenté
que ce soit dans les Alpes ou dans l'Arctique ou des choses comme ça? Et si oui, Ouais, lesquelles? ouais, c'est surtout le transport de vapeur en fait. Ouais. C'est vraiment là-dessus qu'on a des gros problèmes, à la fois en termes de connaissance de vraiment exactement ce qui se passe et à la fois en termes de maths et de numérique. Donc en gros, il y a Ok. des problèmes à tous les niveaux. Alors après, les deux modèles de neige, Snowpack et Crocus, ils ont une version avec des fluides vapeur, mais c'est des versions qui sont insatisfaisantes au niveau des résultats qu'elles produisent. On n'arrive pas à reproduire les observations. Alors ça peut être pour plein de raisons différentes, mais en gros, c'est vraiment le transport de vapeur, la possible convection, te dirait Florent aussi. Pour moi, Ouais. c'est vraiment le gros, le dur du projet, quoi. Ok. Et puis vous allez utiliser ou vous utilisez quoi comme langage de programmation pour coder le modèle? Alors pour l'instant, on a fait des essais en Julia. Je ne sais pas si tu Ok. connais. Ouais. Bah, je connais, Voilà. j'ai entendu parler. On a fait des essais en Ok. Julia. Voilà, c'est pas définitif, mais Ah, cool. Merci. Ah, Christian, tu avais une autre question? Oui, une dernière, je le jure. Ouais. Pardonnez mon ignorance, mais j'entendais l'intervention de Patrick Ayotte tout à l'heure. Est-ce que l'eau qui sert à faire de la neige artificielle et aromatisée, ce n'est plus de l'eau naturelle? Expliquez-moi ça là, en tant que je fais du ski de fond, pas du ski alpin, mais là, pour moi, c'est une grande nouveauté que la neige artificielle, c'est pas juste de la bonne vieille eau naturelle et de l'air. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de ça, donc je ne vais pas beaucoup pouvoir répondre. Mais en général, ce n'est pas juste de l'eau et de l'air. Il y a des dopants qui permettent de faciliter la nucléation de la glace, en fait. Est-ce que c'est Patrick, c'est toi qui as commencé avec ça tout à l'heure. Donc peut-être t'en sais mieux que moi. Tu vas répondre à la question. C'est ça, voilà. Merci Marie. Je revaudrais ça. Mais chez nous, ils utilisent du Snowmax. Dans le Snowmax, ils utilisent de Pseudomonas syringae. Et donc, ils lisent une bactérie qui a des protéines transmembranaires qui nucléent, qui aident à la nucléation de la glace. Donc, on peut faire de la glace, de la neige artificielle en très, très basse supersaturation avec ces méthodes-là, mais évidemment, ça laisse des traces. Donc, les gens, justement, pour les relations avec les médias, moi, j'avais été interpellé justement pour commenter là-dessus, mais évidemment, on cherche un scandale, on cherche quelque chose de... Et je m'étais un petit peu abstenu, là, mais il y a tout ça. Je pense pas que les gens sont bien informés sur les effets de ces dopants-là. Évidemment, sur la qualité de la neige, c'est certainement important, mais sur la santé humaine puis la santé des écosystèmes, ça peut avoir des impacts importants aussi. Mais je pense que le jury's still out, comme on dit, sur les effets de ces choses-là. Et toutes les stations de ski pratiquent cette approche. Dans les Alpes et les Pyrénées, quasiment toutes maintenant. Pas toutes, mais les toutes petites, elles n'ont pas les ressources nécessaires pour le faire. Mais beaucoup, ouais. La très grande majorité. Et au Québec? Ouais. C'est partout. Québec aussi, ouais. Oh, ben, écoute, je viens de m'instruire. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Alain, est-ce que tu avais encore une question ou ta main était restée levée depuis tantôt? Ça devait être une main qui est restée levée. Bon, ben, c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à la présentation, à la conférence ici. Fait que, merci beaucoup, Marie. Merci à vous, c'était ultra sympa. La belle présentation, puis les réponses aux questions, c'était vraiment le fun. Et puis, j'espère qu'on te verra bientôt à Sherbrooke en halte avant Cambridge Bay. Ce serait cool. Normalement, oui. Et j'ai bien hâte. Cool, super. Merci beaucoup, puis merci à tous. Bonne journée à tous. Et puis, bonne fin de journée. On se croisera au prochain Minimap. Salut. Salut. Au plaisir, merci. Bye bye, Alain. Merci. Salut, Marie. Voilà. Salut, Julien. Tu prélèves bien pour moi. C'est toi qui vas prélever pour moi, non, c'est pas toi. J'espère, je vais essayer. Tu nous raconteras, parce que nous, on pense que ça va pas marcher ce qu'on t'a envoyé, mais bon, c'est pas grave. Salut. Salut Marie. Salut, ça Marie. va? Ouais, ça va bien, et toi? Ouais. Merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant de voir l'évolution des projets. Ouais, c'est vrai que toi, tu connais tout ça de près. Ouais, une petite expérience, pas beaucoup non plus. Mais ouais. Est-ce que vous avez des projets assez liés avec Chris Doxon et puis le projet satellite canadien, le SNOMAS? Non,
Non, pas trop, de loin, vite fait. Mais loin. pas trop. Ouais. Parce que cette microstructure, elle va affecter l'interaction avec le micro-ondes.